Bonjour. Nous avons vu que les fluctuations économiques s'expliquaient de différentes manières. Choc d'offre, choc de demande ou encore par le crédit bancaire. Les pouvoirs publics disposent de différents instruments pour prévoir, agir ou réguler les fluctuations économiques. Dans cette vidéo, nous présenterons les deux principales politiques macroéconomiques, la politique budgétaire et la politique monétaire. La politique économique se définit comme l'ensemble des moyens dont dispose l'État pour réguler 4 objectifs. Lutter contre le chômage ou l'inflation, obtenir un équilibre de la balance commerciale, voire un excédent, et bien sûr faire en sorte d'avoir une croissance économique forte. La première politique macroéconomique qui existe est la politique budgétaire. Celle-ci consiste à utiliser le budget de l'État pour résorber et agir sur certains déséquilibres. Le second type de politique macroéconomique que nous allons présenter est la politique monétaire. Celle-ci consiste à réguler la quantité de monnaie en circulation. La politique budgétaire, c'est tout simplement l'utilisation du budget de l'État en vue de résorber certains déséquilibres. Le budget de l'État se définit comme étant l'ensemble des dépenses et des recettes dont il dispose. Il peut être équilibré, il peut être également en déficit. L'État peut donc mener une politique budgétaire dite de relance, dans le but de stimuler la croissance et l'emploi. Dans ce cas, en augmentant les prestations sociales par exemple, ou encore en baissant les impôts, l'État va agir sur le niveau de la demande globale qui va augmenter. On retrouve alors notre schéma keynésien selon lequel une augmentation de la demande devrait entraîner une augmentation de la production de la part des entreprises, qui finiront par embaucher. Le chômage devrait alors diminuer. L'État peut également mener une politique budgétaire dite restrictive. Dans ce cas, l'objectif est totalement différent. Il s'agit de lutter contre l'inflation et obtenir ce qu'on appelle la désinflation, c'est-à-dire le ralentissement de l'inflation. Dans ce cas, en baissant les prestations sociales ou encore en augmentant les impôts, l'État agit sur le niveau de la demande globale qui va baisser. Lorsque la consommation diminue, l'inflation par la demande va diminuer. La politique monétaire consiste à agir sur la quantité de monnaie en circulation. Vous avez vu en première comment les banques centrales fixaient leur niveau de taux d'intérêt directeur pour refinancer les banques commerciales en fonction de certains objectifs économiques. La politique monétaire peut être expansive. Dans ce cas, les objectifs sont la croissance et l'emploi. En baissant les taux d'intérêt, il est facile d'encourager ainsi le recours au crédit, à la fois pour les ménages et pour les entreprises. Le crédit correspond à une création monétaire. En effet, lorsque nous empruntons, nous allons dépenser de l'argent que nous n'avons pas. Cette augmentation du crédit va encourager la consommation et donc stimuler la demande globale. Nous nous retrouvons ainsi dans un schéma keynésien expansionniste. La politique monétaire peut également être restrictive. Dans ce cas, l'objectif est la désinflation. En augmentant les taux d'intérêt, l'État décourage l'accès au crédit, à la fois pour les ménages et à la fois pour les entreprises. Dans ce cas, on peut s'attendre à une baisse de la demande et donc une diminution de l'inflation. La lutte contre l'inflation est un objectif prioritaire. En effet, en luttant contre l'inflation, on améliore la compétitivité de nos entreprises sur le territoire. Celles-ci peuvent davantage exporter à l'étranger. Aujourd'hui, l'Europe impose de nouvelles contraintes aux différents pays. Tout d'abord, la politique monétaire se décide au niveau européen. C'est la Banque centrale européenne qui fixe le niveau des taux d'intérêt directeurs, et non plus les banques nationales. D'autre part, en 1992, les pays candidats à la monnaie unique, l'euro, ont signé le traité de Maastricht.
Ce traité mettait en place des critères de convergence, parmi lesquels le critère du déficit budgétaire, qui ne doit pas excéder 3% du PIB, et l'endettement public, qui ne doit pas excéder 60% du PIB. On voit donc bien que si les États membres restent théoriquement libres dans la gestion de leur politique budgétaire, ils sont cependant fortement contraints par ces critères de convergence.